Salut et bienvenue dans Météo. Chers abonnés, dans une vidéo précédente, nous avons parlé des téniasis. C'est d'après cette dernière qu'il me convient de vous rappeler que les téniasis sont des infections intestinaux causées par des vers plats segmentés du genre Ténia. Que le genre Ténia comprend deux principales espèces pathogènes, que sont Ténia saginata et Ténia solium. Que précisément dans le cas de Ténia solium, un phénomène particulier est à craindre. C'est le développement chez l'homme de cysticercus cellulosé, autrement dit, la cysticercose. Et c'est exactement ce que nous aborderons dans cette vidéo. Voyons l'épidémiologie. Rappelons que la morphologie des ténias permet de distinguer trois formes évolutives. Ce sont les œufs, au sein desquels on retrouve un embryophore, les larves et les vers adultes. Mais celles qui nous intéressent de loin dans ce chapitre, ce sont les larves. Les larves de ténia sont appelées cysticerques. Et ce sont les cysticerques de Ténia solium que l'on désigne cysticercus cellulosé. Par ailleurs, les cysticerques de Ténia saginata sont appelés cysticercus bovis. Comme on peut le constater sur les images, les larves de Ténia se présentent sous la forme d'une vésicule remplie de liquide clair, au sein de laquelle on retrouve une tête de Ténia invaginée porteur d'une double couronne de crochets. Voyons un peu le cycle biologique de Ténia solium de façon récapitulée d'après la vidéo sur les téniasis. Tout commence lorsque l'homme ingère une viande de porc contenant des larves de Ténia solium. Une fois dans l'intestin, la larve déploie son scolex. Anneau après anneau, le scolex se développe en vers adulte. Une fois mature, les derniers anneaux, contenant des œufs, vont se détacher naturellement du corps du Ténia pour s'éliminer dans le milieu extérieur avec les selles. Idéalement, pour que le cycle se complète normalement, il faut que le porc se contamine en ingérant les œufs pour ensuite développer les larves. Ainsi, le cycle peut reprendre. Mais dans le cas de la cysticercose, c'est l'homme qui reprend les œufs de Ténia solium de deux manières différentes. La première est la contamination féco-orale à partir des mains sales ou des aliments contaminés. La deuxième, qui est une manière assez particulière, c'est la régurgitation, c'est-à-dire la remontée des œufs depuis l'intestin vers l'estomac. Et c'est ainsi que l'homme devient un hôte intermédiaire de Ténia solium, vu qu'il remplace accidentellement le porc dans le cycle du parasite. Après cette contamination, les œufs ou les embryophores, sous l'effet des sucs gastriques, vont libérer l'embryon hexacanthe qu'ils contiennent. Cet embryon hexacanthe, doté de 6 crochets, perfore la muqueuse intestinale, puis rejoint la circulation sanguine ou lymphatique. Transporté par le sang, l'embryon hexacanthe peut rejoindre divers organes. C'est donc dans ces organes que l'embryon hexacanthe se développe pour former le cysticerque. Passons maintenant à la clinique. La symptomatologie de la cysticercose dépend de la localisation et du nombre de cysticerques présents dans l'organisme. Elle est donc très variable, car en effet, les cysticercus cellulosés sont capables de se loger absolument partout dans le corps humain. Mais le plus souvent, on les retrouve au niveau du cerveau, au niveau oculaire, dans les muscles et sous la peau. Au niveau du cerveau, on parle de la cysticercose cérébrale ou de la neurocysticercose. Il s'agit de la localisation la plus grave, parfois mortelle, mais curable. Les signes sont en fonction du nombre et du siège des parasites au sein du cerveau. Ainsi, dans sa localisation parenchymateuse, l'épilepsie est la manifestation la plus commune. Elle apparaît quelques années après l'infestation. On peut observer aussi une hémiplégie transitoire, des états psychotiques, des troubles de l'humeur, une détérioration mentale progressive. Pour rappel, le cerveau est recouvert de 3 membranes protectrices appelées méninges. De l'intérieur vers l'extérieur, on a la pie-mère, la arachnoïde et la dure mère. Le cysticerque peut se localiser au niveau sous-arachnoïdien, ce qui se manifeste par une réaction inflammatoire importante avec une hypertension intracrânienne. Le cysticerque peut également se localiser au niveau des ventricules. En fait, à l'intérieur du cerveau, on trouve des cavités remplies de liquide céphalorachidien connues sous le nom de ventricules. En tout, il existe 4 ventricules. En bleu, ce sont les 2 ventricules latéraux. En blanc, c'est le 3e ventricule. Puis en violet, c'est le 4e ventricule. Lorsque le cysticerque se localise au niveau de ces ventricules, dans la plupart des cas, le 4e ventricule,
Il peut bloquer ce petit canal en rouge sur l'image que l'on désigne aqueduc de Sylvius. Sachant que c'est à l'intérieur des ventricules que se produit le LCR, le même LCR qui doit normalement s'évacuer par l'aqueduc de Sylvius, ce blocage par un CT sec va entraîner une accumulation du LCR au sein des ventricules en amont, donc une hydrocéphalie avec une hypertension intracrânienne. Maintenant, les atteintes oculaires. On les classe en deux catégories. D'un côté, les formes intraoculaires et de l'autre, les formes extraoculaires. Dans les formes intraoculaires, l'atteinte est souvent localisée dans le vitré, entraînant une inflammation de l'œil et une perte progressive de la vue. Dans les formes extraoculaires, l'atteinte peut concerner la cavité orbitale, entraînant des manifestations comme les ophtalmies ou le strabisme. L'atteinte peut également concerner les paupières et les conjonctives. Voyons maintenant lequel l'acide cause musculaire. Elle est en général asymptomatique. Elle se traduit parfois par des myalgies d'intensité variable. Après plusieurs années d'évolution, les cystites secs meurent, se calcifient et peuvent être distingués sur des radiographies. Pour terminer, voyons la cysticercose sous-cutanée. Elle se présente sous la forme de nodules sous-cutanés, ségeant surtout sur le tronc. Elle est palpable et même visible comme on peut le constater sur l'image. Ces nodules peuvent être accompagnés de démangeaisons. Leur ablation est possible et permet de poser le diagnostic. Passons justement au diagnostic de la cysticercose. Le diagnostic de la cysticercose est d'abord clinique à la recherche des signes d'orientation précités. L'imagerie permet également d'orienter le diagnostic. C'est donc dans ce sens qu'on a la radiographie qui permet d'objectiver les cystites secs calcifiés. On a la tomodensitométrie qui montre souvent des lésions hypodenses avec un point central hyperdense, ce qui correspond au scolex à l'intérieur d'un cysticerque. On a également l'IRM avec une meilleure sensibilité que le scanner. L'ophtalmoscopie, l'examen qui consiste à observer le fond d'œil dans lequel la cysticercose sous-rétinienne permet de mettre en évidence la présence de cystites secs sous-rétiniens. Après l'imagerie, on a la biologie et l'anatomopathologie qui interviennent dans le diagnostic de la cysticercose. La biologie, à partir d'un prélèvement de sang ou du liquide cérébrospinal, permet la recherche d'anticorps. L'anatomopathologie, à partir d'une biopsie alzérèse, permet de mettre en évidence le cysticerque.